Merci. On va passer... C'est les faux, je crois. C'est ça. Alors, Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pavageau. Merci. Pour notre délégation, donc Jocelyne Marmande, qui est secrétaire confédérale à la Force ouvrière, particulièrement chargée de la protection sociale, Cécile Potters, qui est assistante confédérale, notamment secteur économique, et donc moi-même, Pascal Pavageau, secrétaire confédéral, chargé notamment de l'économie. Donc je vous remercie, ainsi que les membres de la mission, de votre invitation et de votre proposition de débat. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, l'idée, ou en tous les cas, cette notion qui réapparaît semble plutôt séduisante de revenu de base ou universel. Elle est aujourd'hui parée d'un peu toutes les vertus. Elle permettrait, soi-disant, de rendre un peu plus libre, d'aller faire potentiellement du surf à Honolulu ou je ne sais quoi d'autre, sans être sous le joug effectivement du travail, et elle pourrait également réduire la pauvreté. On entend bien, on lit bien, on voit bien que derrière toutes les analyses qui sont maintenant plutôt ultralibérales sur ce sujet qui à la base est plutôt marxiste, on a des éléments de contexte qui sont à la fois l'austérité et à la fois le chômage, et que ce qui prime derrière cette notion-là aujourd'hui, c'est une logique de réduction des minima sociaux, de la dépense sociale, de la dépense publique, et de réduire les moyens tant des organismes sociaux, des prestations sociales, de l'assurance chômage et donc des services publics. Sur les différents montants, on a effectivement finalement deux grandes écoles, une qui est autour de 400 à 800, 900 euros, c'est-à-dire que grosso modo un montant qui resterait très faible, voire ridicule, et qui serait inférieur au seuil de pauvreté. Donc ce qu'on pourrait qualifier un montant de survie. Et d'autres qui vont jusqu'à peut-être même plus que 1500, jusqu'à 2000 euros. On a vu en Suisse que même lorsqu'on monte de façon élevée, l'acceptation sociale est loin d'être évidente de ce point de vue-là. Et ça, pour le coup, si un tel montant, qui nous paraît totalement utopique, venait à se mettre en place, il y aurait un impact sociétal fort, potentiellement des incitatifs, vous l'avez dit tout à l'heure également dans votre présentation, avec... Dans ce cas-là, une sorte de revenu qui serait supérieur au salaire médian actuel ou équivalent au salaire médian actuel, et qui bouleverserait complètement le poids, la valeur, l'importance du travail dans notre société. Bon, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, sur le rôle du travail, sur le lien social, sur le développement personnel, sur la reconnaissance, sur l'épanouissement, mais aussi sur l'adhésion à des droits et à des valeurs collectives et républicaines qui sont liées au travail. On ajoute également, c'est une parenthèse, mais c'était évoqué aussi dans vos questions, attention à la logique de dire que demain, des missions publiques ou des métiers traditionnels pourraient être menés par le bénévolat. Le bénévolat pouvant être réalisé par des gens sans formation, sans qualification et voire sans rémunération, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et il y a des promoteurs du revenu de base qui également aimeraient bien que, par exemple, avec ce revenu de base, excusez-moi l'expression, mais les femmes retournent à la maison. Donc attention aussi aux dérives que cela pourrait avoir. On l'a entendu, si je le dis, c'est parce qu'on l'a lu et on l'a entendu. Enfin, sur une notion qui serait une notion de revenu de base élevé, que se passe-t-il une fois qu'elle s'est mise en place, que des gens sortent du travail et que X années après, une nouvelle majorité en baisse le montant ou le réduit très largement? On créerait potentiellement une exclusion très forte de gens en ayant réduit la part des capacités d'emploi et de travail. La question du financement, que ce soit un montant relativement faible ou un montant relativement élevé, est la même, mais elle se pose encore plus si le montant est élevé. Utiliser la TVA, bon, nous n'y serions pas favorables, nous sommes contre les impôts indirects, même si c'est 400 euros. Il faut bien pouvoir vivre et survivre. Et donc, si c'est reprendre par la TVA augmentée de X%, 100%, certains disent la TVA, ça revient à réduire ou à utiliser de façon immédiate la somme de ce revenu de base. Par l'impôt sur le revenu, là aussi, attention à ce qui se passerait si seuls ceux qui ont des emplois salariés ou complémentaires voient leurs impôts
augmenter pour pouvoir financer le revenu de base. Je veux dire, l'acceptabilité déjà de l'augmentation à 30%, elle serait certainement compliquée, mais si en plus c'est pour soi-disant financer un revenu de base de ceux qui ne font rien, socialement, ça risque de diviser complètement la société et de faire naître tous les poujadismes et tous les populismes derrière ce genre de notions. Bon, alors il y a aussi l'histoire d'imposer potentiellement le revenu de base lui-même. Bon, si c'est reprendre d'un côté pour financer ce qu'on a donné, enfin, à un moment donné, les Shadocks, nous, on n'est pas forcément preneurs. Sur la question de l'expérimentation, de la mise en place, nous, si cela devait se mettre en place, nous ne serions pas favorables à une logique d'expérimentation ou de territorialisation. Pour nous, c'est en égalité de droit et nous ne sommes pas favorables non plus à ce qui se passe en Finlande, d'ailleurs comme nos camarades des syndicats finlandais, d'une sélection, voire d'un tirage au sort de 2000 ou je ne sais pas combien de personnes dans un premier temps. Si ça se met en place dans une république, pour nous, c'est à égalité de droit et de traitement. Si le montant est faible, ce qui nous paraît, dans une hypothèse de mise en œuvre, le plus probable, on est bien dans une logique de revenus de survie qu'il faudra de toute façon compléter. Et là, on tombe dans une logique de, pour arriver à survivre, il faut le compléter, il faut que j'ai d'autres jobs. On rentre dans ce qui se passe actuellement dans cette logique d'ubérisation. C'est pas pour rien d'ailleurs que le débat est revenu sur le devant de la scène depuis l'avis du Conseil national du numérique de janvier dernier, en expliquant clairement que les effets de l'ubérisation, puisqu'on ne vit pas avec ça, nécessitent un minimum de revenus de base pour tout à chacun. Donc cette logique entraînant vers le tâcheron et non plus le salariat nous semble extrêmement dangereuse. Ce serait pour nous indubitablement une trappe à bas salaire, quel qu'en soit le montant. Il est évident que le SMIC serait baissé d'autant qu'il y a le revenu de base et que nous aurions toutes les peines du monde à pouvoir négocier dans les entreprises ou dans les administrations des augmentations de salaire. Ce serait une déresponsabilisation sociale des entreprises et d'une manière plus large du monde du travail et ça affaiblirait la négociation collective à l'échelle de l'entreprise comme à l'échelle de la branche. C'est l'argument majeur de nos camarades finlandais. Si vous les avez rencontrés, je pense qu'ils vous l'ont explicité. C'est aussi une manière de détourner petit à petit les syndicats. Je veux dire, c'est assez, ça a été théorisé et exprimé par plusieurs économistes, dont Rondi Waldman, qui est un économiste scandinave et qui aide aussi à cette mise en place en Finlande. Donc, vous comprenez que là-dessus, nous sommes plus que prudents sur les effets pervers au niveau de la négociation et des salaires d'une telle mise en œuvre. L'argument de lutte contre la pauvreté, lutter contre la pauvreté, c'est d'abord de permettre d'éviter de celle-ci, à tous les niveaux, ou la paupérisation, donc d'augmenter effectivement et les minima sociaux et les aides en la matière, et puis surtout de viser le plein emploi et avec les salaires les plus décents et les plus élevés possibles, adossés à un système qui est le nôtre, c'est-à-dire une fiscalité progressive. On rappelle que la fiscalité progressive, elle réduit ou elle aide à réduire par 2 les inégalités de niveau de vie, et donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut continuer à œuvrer. En tous les cas, ne pas considérer que le retour à un moment donné à un plein emploi est impossible, et donc on fait l'impasse et on va s'en passer en essayant de trouver des moyens de survie, de substitution. Il serait hors de question pour nous de venir supprimer la redistribution collective qui existe de façon aujourd'hui spécifique vers ceux qui en ont besoin. Donc en gros, le système actuel est plutôt un système d'équité aidant à aller vers l'égalité. Il est hors de question de notre point de vue à FO que demain le handicap ne soit pas pris de façon spécifique, la maladie ne soit pas pris de façon spécifique, l'accident de travail ne soit pas aidé de façon spécifique, y compris un certain nombre bien évidemment d'aides familiales, et je ne parle pas évidemment d'éléments comme le chômage. Donc il est essentiel de ne pas créer d'exclusion et de ne pas entraîner le fait qu'on aille vers cette logique assurantielle qui soit tout le monde à 400, 900 euros et ensuite débrouillez-vous quelle que soit votre situation. Non, la force de la solidarité républicaine et de cette tentative d'aller vers les qualités de droit selon un système redistributif où chacun contribue selon ses moyens mais bénéficie selon ses besoins, c'est justement ce qui fait notre fierté au niveau du modèle social français, c'est de faire en sorte que ceux qui ont la chance
ont eu des chances de parcours, n'ont pas de contraintes, puissent effectivement contribuer pour ceux qui ont une situation de handicap ou ont eu un accident. C'est quelque chose auquel nous sommes très attentifs. Derrière cette logique finalement assurantielle, complémentaire, de façon directe, en lieu et place d'un système solidaire républicain, il y a à nouveau la logique d'individualisation de la société, de réduire les droits collectifs, de réduire la sécurité sociale collective. Et à l'instar de ce que certains prônent pour le CPA, nous avons la crainte que ce soit un outil supplémentaire pour aller vers de l'individualisation des droits. Donc en résumé là-dessus, pour nous, le revenu de base, c'est une pression ou un levier potentiel donné au niveau des entreprises pour baisser les salaires et un certain nombre de droits. Une attaque, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, contre le système de protection sociale collective et solidaire et contre les missions de service public, la fin de la recherche d'un plein emploi, et ça ce serait suicidaire pour notre société, et une logique d'individualisation de celle-ci. Donc vous l'aurez compris, Force ouvrière n'est pas favorable à la mise en place de ce revenu de base, qui revient pour nous à un solde de tout compte, qui permettant le détricotage d'un certain nombre, même de quasiment toutes les avancées sociales, et libérant, soi-disant, le fameux marché du travail. Dans l'historique confrontation capital-travail déjà évoquée, il consacre pour nous la victoire des détenteurs du capital. Ce revenu ne permettant pas de vivre, de toute façon, quel que soit son montant, il faudra obligatoirement le compléter sur un marché ultra flexible ou de plus en plus flexible dans lequel le travailleur n'aura plus de prise ni de droit. Donc le lien entre revenu de base et ubérisation, déjà évoqué également de notre société, il révèle pour nous surtout et la précarité et la pauvreté qui sont engendrées par ce modèle économique. En gros, la mise en place d'un revenu de base n'est pas un moyen, on va dire, d'affranchir le travailleur du salariat, mais bien au contraire, c'est le constat que sans le salariat, sans les droits et les règles sociales qui s'y sont associées, un travailleur ne peut pas vivre décemment de ces différentes activités. Donc pour FO, sous un visage plutôt généreux, le revenu de base sape le droit à un travail décent pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup.